7h38 sur la première. Le pouvoir a donc un nouveau visage en Tunisie, celui de Béji Caïd Essebsi, 88 ans, le nouveau président du pays, le premier à être élu librement depuis 1956 et l'indépendance de la Tunisie. BCE, comme les Tunisiens le surnomment, est le leader de Nida Tounes, le principal parti anti-islamiste. Il a remporté l'élection présidentielle face à Moncef Marzouki, le président sortant. Cette élection s'est jouée juste avant la commémoration de la fuite du clan Ben Ali vers l'Arabie Saoudite. C'était le 14 janvier 2011, il y a bientôt 4 ans. Bonjour Azni Abidi. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous depuis notre studio de Genève. Vous êtes le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, également chargé de cours au Global Institute. Cette victoire de Béji Caïd Essebsi, elle tient à quoi selon vous ? Elle tient à une certaine fatigue de la population tunisienne après 3 années, on peut dire, de galère. C'est vrai que beaucoup de choses ont été faites par la fameuse coalition en matière de transition, mais disons qu'il y avait une certaine nostalgie, pas à l'ancien régime, mais plutôt à l'ordre, à la sécurité et surtout pour relever la Tunisie sur le plan économique, sur le plan financier. La situation sécuritaire s'est dégradée. C'est vrai que la Tunisie était tout de même entouré par donc la Libye qui est un pays presque en guerre civile larvée, et donc il fallait absolument sortir un petit peu de cette impasse en votant pour Béji Caïd Essebsi, l'homme du passé, mais en même temps un homme qui n'aspire pas à grand chose. À 88 ans, vous savez, nos ambitions sont plutôt derrière nous. Oui, justement, 88 ans, vous soulignez son âge, hein. C'est un homme du passé, vous l'avez dit. Est-ce que les jeunes Tunisiens qui ont fait le soulèvement il y a 4 ans, est-ce que ces jeunes supporteront ça ? Il y a une certaine déception dans la jeunesse tunisienne, et pas seulement en Tunisie, mais ailleurs aussi dans les pays qui ont connu ce qu'on appelait le printemps arabe, pour une raison importante. C'est-à-dire que quand on fait des soulèvements populaires et qui sont nourris et menés par la jeunesse, évidemment, faire un soulèvement, ce n'est pas gouverner, ou ce n'est pas faire une campagne électorale. Il se trouve que ceux qui gagnent les élections, c'est ceux qui sont vraiment rodés à l'exercice, ceux qui connaissent vraiment comment fonctionne une machine électorale, ceux qui ont un réseau très très important, ceux qui sont organisés en partis politiques. La jeunesse n'a pas encore. Certes, elle constitue, à mon avis, et surtout la Tunisie est un exemple parfait, un contre-pouvoir très intéressant. On a bien vu quand la rue tunisienne a quand même envahi la rue pour empêcher le parti Ennahda de faire voter des lois contraires aux idées de la révolution, mais elle peine à se constituer en parti politique capable, bien sûr, de casser cette bipolarisation entre les anciens revenus, ce qu'on appelle la mise à jour de l'autoritarisme, et les islamistes qui sont aussi bien structurés et bien organisés pour gagner les élections. Vous parlez de ces anciens revenus. Le nouveau président tunisien, Béji Caïd Essebsi, a quand même été ministre sous Bourguiba pendant près de 20 ans. C'est lui qui dirigeait le ministère de l'Intérieur en 1968, lorsque le mouvement estudiantin a été réprimé. Est-ce qu'il faut craindre quand même une dérive autoritaire de sa part ? C'est vrai que Béji Caïd Essebsi n'a pas un CV démocratique, disons. Il a servi Bourguiba, même si on n'a rien à dire sur Bourguiba, sur le plan, bien sûr, de la construction de l'État bourguibien, sur le plan, par exemple, des réformes, et surtout le code de la famille, qui reste comme légendaire et unique dans le monde arabe. Mais Béji Caïd Essebsi le dit lui-même, qu'il s'est retiré des affaires quand il a vu un petit peu cette tentation autoritaire chez le président, surtout Ben Ali. Est-ce qu'il y a un risque, bien sûr, de la part de M. Béji Caïd Essebsi? Tout dépendra de sa gestion des affaires et tout dépendra de l'adversaire. Et c'est pourquoi il est intéressant de voir comment Ennahda va se comporter en tant que parti d'opposition. Vous imaginez un parti qui était dans l'opposition, dans l'exil, d'une manière presque clandestine, tout d'un coup il devient le premier parti, et en très peu de temps, en 3 ans, il perd tout. Il perd les législatives et il perd les présidentielles. Et l'adversaire, Béji Caïd Essebsi, Nida Tounes, en 2 ans, il a quelle performance? Le premier parti de pays, il rafle les législatives, il rafle les présidentielles.
Et il ne faut pas humilier son adversaire. Il faut plutôt le respecter, car c'est un partenaire du futur. Si on arrive à cette coalition, cette entente entre le premier parti du pays, c'est pourquoi finalement Beji Caïd Essebsi en tant que président, même si les pouvoirs, et là pour répondre à votre question de manière directe, les pouvoirs du président dans la constitution tunisienne ne sont pas si énormes que ça. C'est-à-dire qu'on a dépassé un peu ce qui était dans l'ancienne constitution de Ben Ali, où le président avait tout. Mais Beji Caïd Essebsi, il est en même temps le patron du premier parti. Et donc, c'est lui-même qui va choisir un chef de gouvernement issu de la majorité, soit une majorité seulement de son parti ou d'une nouvelle coalition. Donc, en fait, il a tous les pouvoirs, il a toutes les responsabilités. Il ne peut pas dire aux Tunisiens, non, je suis désolé, je suis le président, mais je n'ai pas la majorité ou je ne peux pas tout faire. Donc, je crois que les choses sérieuses commencent pour M. Essebsi. Effectivement, première tâche, former un gouvernement de coalition nationale. Et puis, vous l'avez dit, Hasni Abidi, Essebsi sera obligé finalement de respecter Ennahdha. Est-ce qu'il va devoir faire du pied à l'électorat d'Ennahdha ? Dans son premier discours, c'est un discours de circonstance, bien sûr, en disant qu'il était le président de tous les Tunisiens. Il est important parce que si le Parlement, ou ce qu'on appelle la Constituante, a voté une constitution où justement il n'existe pas cette loi d'exclusion qui a fait le malheur des Égyptiens et même des Libyens, c'est-à-dire une loi d'exclusion. En Tunisie, il n'existe pas d'exclusion. Les anciens du régime peuvent revenir aux affaires. Il y a deux qui sont exclus, ceux qui ont dilapidé les richesses publiques et bien sûr ceux qui ont les mains entachées du sang. Et donc permettre aux anciens du régime de Ben Ali de revenir aux affaires, même par la voie démocratique, est une très 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 bonne chose, à condition que l'actuelle majorité ou les vainqueurs d'aujourd'hui, bien sûr, ne retournent pas aux anciennes méthodes de président Ben Ali. Ce qui est en jeu, c'est pas l'homme, parce que la fonction et le contexte font aussi l'homme, mais surtout les pratiques. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau exercice. Certes, on est presque au terme de cette transition, un épisode important, mais l'exercice du pouvoir est autre chose que la transition démocratique douce commencée par les Tunisiens. Ouais, la Tunisie, souvent citée en exemple. Est-ce que cette Tunisie qui a élu hier finalement son président 4 ans après la chute, après le départ de Ben Ali, c'est rapide, c'est une transition modèle pour le reste du monde arabe? Absolument, c'est une expérience très intéressante. Je dis ce n'est pas la Tunisie qui est l'exception, c'est probablement sa classe moyenne et aussi les islamistes. Il faut être honnête et rendre hommage au chef de parti islamiste Ennahdha, qui, contrairement à Mohamed Morsi, qui a commis beaucoup de maladresses, et à d'autres islamistes dans la région, a fait son propre examen. Il s'est retiré. Il a demandé à 2 premiers ministres, à Hamadi Jbali et à Ali Al-Araïd, de se retirer quand il a vu que justement que les Tunisiens, en tout cas, avait décidé de démettre ces 2 premiers ministres. Il a bien compris que le personnel politique et technique et administratif de Ennahdha n'était pas capable de gérer sa transition, que les priorités absolues du Tunisien étaient l'économie et la sécurité, et que le parti Ennahdha, avec un discours axé sur l'identité, axé sur les valeurs, ça ne passait pas. Donc ce parti islamiste, à mon avis, et la Tunisie de manière générale, nous donne un exemple de cette coexistence est-elle possible entre l'islam politique, ou entre un parti à référent religieux et d'autres partis politiques est possible dans l'exercice du pouvoir. Mais Hasni Abidi, au jour d'aujourd'hui, vous excluez tout impasse politique en Tunisie. Le pays est sorti d'affaires, il a appris la démocratie. Ils n'ont pas d'autre choix que justement trouver un modus vivendi. Vous savez que le propre d'une transition réussie, c'est les concessions mutuelles. C'est donner des concessions. C'est presque un marché de tapis finalement. C'est-à-dire que les Tunisiens n'ont pas beaucoup, et c'est leur chance de ne pas avoir une rente pétrolière qui achète la paix sociale, comme c'est le cas chez leurs voisins. Et donc, ils sont, à mon avis, ils sont condamnés à vivre ensemble et à partager ce pouvoir. Mais on verra après l'équipe que va constituer M. Beji Caïd Essebsi. Est-ce qu'il aura tout le pouvoir sur ce lieutenant? Est-ce que Ranouchi garde aussi la main sur son parti politique? Il pourra garder un peu, si j'ose dire, un petit peu la rue tunisienne ou les militants. Ça, à mon avis, c'est une question d'avenir, et c'est elle qui va décider un petit peu de la réussite de sa transition.